Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel du général de Gaulle du 26 octobre 1940 qu'il a fait à Brazzaville. Si vous n'avez jamais entendu parler de cet appel, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Car contrairement à l'appel du 18 juin que le général a fait à Londres, tout a été fait pour diminuer l'importance de cet appel du 26 octobre à Brazzaville, voire carrément pour en dissimuler l'existence. C'est une décision qui ne s'explique pas, car comme nous allons le voir, l'appel de Brazzaville a eu un impact majeur dans le combat du général de Gaulle, un impact dans la libération de la France que l'appel de Londres n'a absolument pas eu. La question par conséquent se pose. Pourquoi l'appel de Brazzaville a-t-il été passé sous silence ? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Ce qui explique un tel révisionnisme de l'histoire, ce sont surtout, dans le contexte de l'époque et peut-être aussi d'aujourd'hui, des considérations racistes. Mais avant d'aborder ces considérations racistes, il faut expliquer pourquoi l'appel de Brazzaville est plus important que celui de Londres. En fait, la raison est très simple. Contrairement à ce qu'on nous fait croire aujourd'hui dans l'histoire officielle, l'appel de Londres a été un cuisant échec pour De Gaulle. Pour vous resituer le contexte, cet appel faisait suite à l'armistice que le maréchal Pétain avait signé avec les Allemands et qui, dans les faits, consacrait la capitulation de la France. À ce moment-là, De Gaulle, lui, refusait totalement cette capitulation. C'est ce qui explique donc son appel fait à partir de Londres. C'était un appel à la résistance, un appel patriotique. Toutefois, cet appel restera malheureusement pour lui sans écho. Il n'y aura aucune suite importante, aucune force, aucune institution française assez puissante et organisée pour faire changer les choses ne se joindra à De Gaulle. En d'autres termes, personne ne le suit. Il restera un homme isolé et pratiquement seul. Face à cette situation, De Gaulle n'a alors pas le choix. Il se tourne vers l'empire colonial français pour y trouver des appuis afin que les Alliés le prennent au sérieux. C'est ce qui explique donc son second appel à Brazzaville quelques mois plus tard après celui de Londres. Et là, heureusement pour De Gaulle, les choses se passeront mieux. Avec l'impact qu'aura l'appel de Brazzaville, De Gaulle obtiendra deux choses essentielles qui lui manquaient cruellement. Premièrement, des ressources en hommes et en matériel. Et deuxièmement, une légitimité. Les ressources en matériel concernent entre autres l'or, le caoutchouc ou le coton. Ces richesses lui permettront de lever une armée et donc de disposer de ressources en hommes et donc, in fine, de financer la guerre contre les Allemands. Vous l'aurez compris, c'est grâce aux colonies françaises qui lui ont fourni des ressources matérielles et humaines que le général de Gaulle va montrer aux Alliés ainsi qu'au pouvoir de Vichy qu'il est suivi par une partie du monde. Il ne passe plus pour un homme seul et isolé. Il acquiert donc une légitimité, tant sur le plan interne en France qu'à l'international, ce qui lui permettra par la suite de parler d'égal à égal avec Churchill et Roosevelt. Par conséquent, sans l'appel de Brazzaville et l'apport de l'Empire de la France libre africaine, comme cette région était appelée à l'époque, le général de Gaulle aurait vite disparu du paysage politique français et international. N'ayons pas peur de le dire, sans les Africains et l'avantage stratégique qu'ils lui ont apporté, le général n'aurait pas joué le rôle qu'on lui connaît dans la libération de la France. Voyons maintenant en détail dans quel contexte et pourquoi le général de Gaulle s'est rendu à Brazzaville en 1940. En fait, sa première destination n'était pas celle-là. En effet, après l'échec de l'appel de Londres en juin, le plan du général est de se rendre à Dakar, au Sénégal, qui est la ville la plus importante de l'Empire français en Afrique occidentale. Il essaye d'en prendre le contrôle, mais il échoue. Les troupes loyalistes à Pétain prennent le dessus et il est obligé de fuir en direction de l'Afrique équatoriale. Il lui reste alors deux options.
soit rejoindre la ville de N'Djamena au Tchad, où le gouverneur Félix Éboué est sensible à son combat, soit se rendre à Brazzaville au Congo, dont le gouverneur français, le général Louis Husson, est resté loyaliste à Vichy. Eh bien, malgré l'environnement hostile qui l'attend à Brazzaville, le général de Gaulle choisit cette dernière destination car juste à côté de cette ville, il y en a une autre, Léopoldville, qui est la capitale du Congo belge, où se trouve un officier belge, le gouverneur Pierre Ryckmans, qui lui, contrairement à l'officier loyaliste Louis Husson, qui est resté donc loyal à Vichy, veut continuer la guerre contre les Allemands. De Gaulle sait donc qu'il a un allié qui peut faire alliance avec Pierre Ryckmans, et c'est donc avec son appui et de complicité interne qu'il disposait à Brazzaville que le général de Gaulle réussira à renverser le général Husson. Et c'est seulement après ce coup de force qu'il va lancer le fameux appel de Brazzaville le 26 octobre 1940. En parallèle à cet appel, il met en place le Conseil de défense de l'Empire qui sera la préfiguration du futur gouvernement de la France libre. L'appel de Brazzaville comporte deux messages importants. En gros, le général de Gaulle dit deux choses. Premièrement, la France est peut-être couchée, mais elle ne capitulera pas. Deuxièmement, la guerre va se poursuivre et de Gaulle demande aux Africains de reconquérir aux côtés des Français leur liberté face aux Allemands, car il en va du sort de l'humanité. Le message de Gaulle est que la France libre a besoin de ses frères africains pour se libérer. L'appel est fait le 26 octobre 1940 et dès le lendemain, le 27 octobre, le Conseil de défense de l'Empire publie un autre document, le Manifeste de Brazzaville. Ce manifeste a pour but d'organiser la riposte militaire contre les Allemands et les Italiens. Le manifeste annonce aussi la création du gouvernement qui sera mis en place quand le pays sera libéré. Enfin, le manifeste appelle au sacrifice des Africains. Je cite un extrait de l'appel où c'est le général de Gaulle qui s'exprime. Donc, début de la citation. « J'appelle à la guerre, au combat et au sacrifice tous les hommes et les femmes des terres françaises qui se sont ralliés à moi. » Fin de la citation. Deux remarques. La première, c'est qu'il fait une référence aux hommes et aux femmes des terres françaises, donc les Africains, sans vraiment les nommer et sans leur accorder aucun droit à titre de citoyen ou autre. La deuxième remarque, c'est que dans cet appel, de Gaulle fait un appel au sacrifice. Au sacrifice de qui? Évidemment des Africains. Alors que dans son appel de Londres, il n'avait jamais fait aucune référence au sacrifice des Français ou de toute autre population. En parallèle, Brazzaville devient la capitale de la France libre. Car pour de Gaulle et ceux qui le suivent, la France est sous occupation et le gouvernement de Vichy ne représente absolument pas la France. De Gaulle précise que les instances légitimes du pays se trouvent à Brazzaville. Alors concrètement, après l'appel et le manifeste, que s'est-il passé sur le terrain? Eh bien, il y a eu une forte mobilisation. Près de 30 000 soldats africains rejoignent les quelques 39 000 militaires français qui étaient restés fidèles à de Gaulle. Ensemble, ils offrent à la France libre sa première victoire militaire en 1941 à Koufra en Libye. Par la suite, ils affrontent les forces italiennes en Éthiopie et en Tunisie. À l'époque, les troupes étaient commandées par le colonel Leclerc. Les motivations des soldats africains qui ont rallié de Gaulle au sein de la France libre sont multiples. Pour les élites, comme par exemple le gouverneur Félix Éboué qui est l'homme de Gaulle, et celui qui s'est occupé du recrutement des tirailleurs, c'est avant tout politique. Félix Éboué est en effet un marxiste contre les théories racialistes de l'Allemagne nazie. Pour lui, les Noirs ne peuvent pas avoir d'avenir dans une France dont le régime, celui de Vichy, accepte
ses théories. Son engagement avec De Gaulle est donc avant tout idéologique. Ensuite, il y a tous ceux qui, dans les colonies africaines, voient dans une victoire potentielle de Gaulle la possibilité d'obtenir la liberté sur leur territoire une fois obtenue la victoire contre l'Allemagne nazie. C'étaient en quelque sorte des idéalistes. Enfin, parmi les hommes de troupe, le commun des soldats, c'était plus mitigé. Certains se sont engagés car c'était l'occasion d'apprendre un métier, comme les chauffeurs camerounais qui conduisaient les blindés. D'autres y sont allés pour échapper au travail forcé dans les plantations qui étaient imposées par le système colonial. Puis, finalement, il y a toute une masse de gens qui se font enrôler malgré eux par le chef de tribu, les chefs traditionnels, qui donnent des gages au pouvoir colonial qu'exerçaient les forces de De Gaulle. On le voit, la participation africaine à la résistance contre l'Allemagne nazie fut très importante. Pourtant, elle est très largement occultée, cachée, voire dissimulée dans les livres d'histoire. En France, lorsqu'on parle de la résistance, on cite Moulin et les maquis dans le Vercors, mais jamais le rôle des Africains. Il ne s'agit pas d'oubli involontaire, mais d'une politique délibérée. La volonté des autorités est d'inscrire dans le récit national une victoire héroïque de soldats blancs uniquement. Alors que la résistance a commencé en Afrique en 1941 et ce qu'on appelle les forces françaises d'intérieur a débuté en 1943 pour la Corse et 1944 pour le reste de l'Hexagone, c'est pourtant cette résistance tardive en France qui sera mise en avant en laissant dans l'ombre l'existence et les actions des Africains pour la France libre. Il ne faut pas se mentir, ce sont des considérations purement racistes qui justifient encore ce parti pris historique. Ces considérations, purement racistes donc, ont également eu des impacts sur le théâtre des opérations. Par exemple, le colonel Leclerc, qui a mené le combat en Libye et qui est devenu par la suite général, a discriminé les soldats noirs en empêchant qu'ils accèdent à des postes de commandement. Autre exemple, lorsque l'entrée sur Paris se fait, il y aura un accord entre le général de Gaulle et ses officiers avec l'armée américaine pour que les tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France et qui ont permis la conquête soient retirés des unités qui entrent dans Paris. Cette décision a été prise, encore une fois, pour que cette victoire soit considérée comme une victoire blanche et rien d'autre. Il s'agit donc de considérations purement racistes. Un autre exemple de ces considérations est la volonté de mettre en avant les soldats blancs et le débarquement de Normandie. On parle beaucoup de ce débarquement où l'on voit donc des soldats blancs pour la majorité, mais on parle très peu de l'armée B qui a fait le débarquement de Provence. Un débarquement qui a fait jonction pour rejoindre les troupes de Normandie. Pour une grande majorité, ce débarquement de Provence a été le fait de soldats venus d'Afrique noire et du Maghreb. Ceci explique certainement pourquoi il est passé sous silence et n'est pas célébré comme celui de Normandie. Sur le plan mémoriel, ce manque de reconnaissance a eu un impact très concret. Par exemple, le massacre de Thiaroye en décembre 1944. Il s'agissait de tirailleurs sénégalais qui demandaient qu'on leur paye leur solde. En retour, ils seront massacrés par l'armée française qui les a attirés dans un guet-apens. Il y aura au moins 70 morts. Cette affaire est symptomatique du mépris des autorités françaises pour ces soldats qui ont pourtant défendu ces couleurs. Un mépris qui se manifestera également dans les pensions de retraite versées aux soldats blancs qui sont supérieures à celles qui est versée aux soldats africains. Avant de finir, je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas de désigner des coupables, mais juste de rappeler des vérités historiques
qui permettront non pas de régler des comptes, mais de favoriser une vraie entente nationale. Les Allemands ont affronté avec courage leur passé nazi sans que cela soulève des histoires de repentance ou autres prétextes qui s'apparentent davantage à de la mauvaise foi qu'à un réel débat d'idées. Malheureusement, les élites actuelles françaises n'ont aucun intérêt à apaiser les mémoires en France. Vous connaissez la devise « diviser pour mieux régner ». Je vous laisse là-dessus et vous dis à très bientôt pour un autre podcast.